Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Librairie. C'est une émission spéciale que je vous propose ce soir. Elle est consacrée à celui qui incarne le duel entre la mémoire et l'oubli. L'écrivain français couronné par le prix Nobel de littérature en 2014, récompensé par le prix Goncourt en 1978, traduit en 36 langues, Patrick Modiano. Comment raviver la mémoire lorsque les nappes de l'oubli se font un peu trop présentes? Eh bien peut-être grâce à ce vieux procédé qu'employaient jadis les espions et les amants. L'encre sympathique, c'est précisément le titre du nouveau roman de Patrick Modiano. Et à l'occasion de la sortie de ce livre, Encre sympathique, je vous emmène au cœur de l'univers de Modiano. L'occupation, les années 60, Paris bien sûr, mais aussi cette atmosphère à la lisière du polar et du roman noir, entre disparition et enquête. Pour cela, exceptionnellement, nous allons quitter le plateau de la Grande Librairie, rejoindre Patrick Modiano chez lui, puis dans les rues de Paris, où je vous promets de nombreuses surprises. Tiens, par exemple, une énigmatique voiture décapotable, un cinéma en guise de machine à remonter le temps, et puis une visite dans l'atelier d'un autre grand écrivain, ami de Patrick Modiano. Il s'agit de Sempé, Jean-Jacques Sempé. Suivez-moi, pénétrons ensemble dans l'un des plus beaux univers littéraires de notre temps, celui très secret de Patrick Modiano qui, exceptionnellement, vous ouvre les portes de son bureau. « 1945. Patrick Modiano naît le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt. Son père, Albert, dit Aldo, est italien et juif. Sa mère, Louisa, est d'origine flamande et devient comédienne. Les activités troubles de son père pendant l'occupation, l'absence de ses parents, marquent profondément son enfance. 1957, Rudy, son frère cadet, meurt d'une leucémie à l'âge de 9 ans. Le choc de sa mort est déterminant. Il est l'une des ombres qui planent sur l'œuvre de Patrick Modiano. 1968, à 23 ans, Patrick Modiano publie son premier roman, La place de l'Étoile. Le livre est un succès, récompensé par le prix Roger Nimier. 1974, le cinéaste Louis Malle lui demande d'écrire le scénario d'un film qui raconterait l'histoire d'un jeune paysan enrôlé volontaire dans la Gestapo française en 1944, Lacombe Lucien. 1978, Patrick Modiano reçoit le prix Goncourt pour son 6e livre, Rue des boutiques obscures, et, précise le jury, pour l'ensemble de son œuvre. Il n'a que 33 ans. 2005, dans un livre sublime et incisif, intitulé « Un pédigré », Patrick Modiano raconte les 21 premières années de sa vie. Il retrace notamment son enfance singulière dans le Paris des années 50 et 60. 2014. Le 9 octobre 2014, Patrick Modiano reçoit le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise voit en lui, je cite, « le Marcel Proust de notre temps ». 2019. Le 3 octobre 2019, Patrick Modiano publie son 29e livre, dont le titre est une invitation à faire surgir les souvenirs de l'oubli. Encre sympathique. Bonjour François. Bonjour Patrick, comment allez-vous? Bien, voilà, je vais vous... Merci de nous accueillir. Bah écoutez, ça me fait plaisir de... Je vais vous... Et nous donc? Alors voilà, chaque fois que je vois ça, je pense à une nouvelle de Scott Fitzgerald qui s'appelle L'après-midi d'un écrivain. Ah oui. Ou alors il veut écrire, alors il est dans un bureau avec des livres comme ça, puis il essaye toute la matinée d'écrire, ça n'arrive pas, puis l'après-midi, ça n'arrive pas. Et parce qu'il regarde toute cette masse de livres qui le décourage un peu, parce qu'il se dit ce sera un livre de plus parmi... Et puis à la fin, pour se donner de courage, il prend un verre de whisky, ensuite un deuxième, et puis finalement, vers 6 heures du soir, il s'écroule, il n'a rien écrit, parce qu'il est impressionné par cette masse de bouquins et ce bureau qui...
Est-ce que c'est votre pièce refuge ou est-ce que c'est votre pièce de travail? C'est une pièce d'inspiration ou c'est une pièce de discipline? Bah, oui, c'est une pièce où j'écris, mais en fait, en fait, je pourrais écrire. Enfin, quand j'étais plus jeune, je pouvais écrire dans des cafés maintenant, mais c'est plus possible. Mais je peux écrire n'importe où, dans des chambres d'hôtel ou dans, je sais pas, une. Et ça vous manque pas, les visages des gens? Parce que je me souviens que vous m'avez dit une fois dans les cafés, ce que vous aimiez beaucoup, c'était regarder, observer, rêver la vie des gens. Et Oui. ça doit vous manquer un peu, non? Oui, et puis surtout, quelquefois, de les entendre, parce qu'évidemment, c'était assez intéressant d'entendre ce qu'ils disaient ou d'imaginer leur vie. Enfin. Est-ce que vous avez déjà repris des phrases réellement prononcées par des clients dans les cafés que vous vous êtes attribuées, que vous avez comme ça, en contrebande, distillées dans vos romans? Oui, c'était des phrases très concentrées, quelquefois des choses, des images. Enfin, donc oui, il y a quelques trucs que j'ai essaimés dans mes livres. Oui, parce qu'on oublie de le dire, mais il y a votre langue dans vos livres, et puis en les relisant, je me suis dit, mais en fait, les livres de Patrick Modiano, c'est aussi l'apprentissage d'une langue morte, le parisien des années, d'avant-guerre et d'immédiate après-guerre. Ce parler parisien qu'évoquent vos personnages, toujours un petit peu louches, aux activités douteuses. Oui, c'est plutôt dans les dialogues. Enfin, quand il y a des dialogues dans ces bouquins, il y a des phrases énigmatiques qu'on sera. Enfin, ça, vous aimez toujours autant ça, hein, les phrases énigmatiques. Oui, quand on écoute les gens parler, il y a des phrases où ils se donnent rendez-vous. Enfin, je sais pas, on imagine tout un truc qu'on ne connaît pas et donc c'est très suggestif en fait. Ça fait travailler l'imagination en fait. Alors, il y a une chose absolument incroyable, c'est votre sens des titres. Patrick Modiano. Ça, alors, les gens sont fascinés par cela, mais moi aussi, on a eu, le dernier, c'était Souvenir dormant. Oui. Souvenir dormant, c'est extraordinaire pour quelqu'un qui écrit comme ça sur l'oubli, plus que sur la mémoire. Et là, vous nous offrez Encre sympathique. Oui, c'est-à-dire que j'avais pris des notes comme ça il y a plusieurs années sur le phénomène de l'encre sympathique, c'est-à-dire vous avez une page blanche, en fait, et grâce à un produit chimique, le texte qui était invisible ressurgit. Et en fait, depuis longtemps, ce phénomène de l'encre sympathique m'avait toujours, pas obsédé, mais m'avait frappé, parce que c'est un peu la démarche de quelqu'un qui veut sauver des choses de l'oubli, c'est-à-dire d'essayer de retrouver des traces ou des traces ou des... Mais l'encre sympathique, on l'utilisait autrefois pour espionner, dans la clandestinité. Est-ce que ça veut dire que votre obsession de romancier, c'est pas seulement de sauver de l'oubli? Non, c'est aussi, comme vous dites très justement, c'est aussi le thème du secret. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un grand thème qui me hante, enfin qui hante tous les romanciers, en fait, c'est la plupart un processus de dévoilement à travers un roman, par exemple. Et c'est vrai que c'est un peu lié aussi à l'encre sympathique. Vous posez, page 75, cette question, peut-on se fier aux témoins? Et vous qui avez si souvent, dans vos livres, été chercher les témoignages, croiser les archives avec les récits, les souvenirs, vous semblez cette fois-ci nous dire le témoin n'est pas le même s'il est judiciaire ou littéraire. Oui, parce que le témoin, c'est très ambigu, parce que quand vous questionnez, par exemple, quelqu'un qui est dans votre intimité, avec lequel vous avez traversé des tas de situations ou rencontré des gens, quelquefois, on n'a pas les mêmes souvenirs, même avec quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous sur un très grand nombre d'années. Donc, c'est très fluctuant, les témoignages. Alors, c'est l'histoire d'une disparition. Une femme disparaît. Un homme se souvient que quand il écrivait ce livre, un petit peu avant, il travaillait comme enquêteur. Est-ce qu'il y a un lien, Patrick Modiano, entre le détective et l'écrivain dans la manière de chercher, de faire des fiches, d'enquêter, d'essayer de trouver la vérité sur une disparition? C'est-à-dire que le processus est le même, parce qu'il essaye, à partir d'une inconnue ou d'un inconnu, il va essayer de retrouver des fragments de
de sa vie ou des gens qu'elle a connus ou qu'il a connus. Et donc, il va essayer de rassembler des fragments. Et ça, c'est vrai que c'est une attitude d'écrivain aussi, de rassembler des détails sur un personnage. Alors, c'est un livre sur les traces, vous l'avez dit, et on pourrait se dire que l'époque actuelle est formidable pour qui est comme vous un pisteur, un chercheur, qui veut trouver des traces. Or, je lis page 63 de votre livre, exactement l'inverse. Aujourd'hui, écrit le narrateur, j'entame la 62e page de ce livre en me disant que l'Internet ne m'est d'aucun secours. Et plus loin, vous écrivez, tant mieux, car il n'y aurait plus matière à écrire un livre. Il suffirait de recopier des phrases qui apparaissent sur un écran sans le moindre effort d'imagination. Avec Internet, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. C'est ça qui est terrible, c'est que la recherche physique, c'est-à-dire le trajet pour aller voir dans une rue au fin fond du 15e arrondissement, vous pouvez l'avoir directement sur Internet. Alors évidemment, ça... C'est ça, vous appuyez sur un bouton, tapez sur un clavier, et ça y est, vous avez la vue. Est-ce que ça veut dire que pour le processus romanesque, il faut intégrer de la fiction dans la réalité? Vous qui êtes obsédé par le réel, par les lieux, les traces, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même que vous alliez chercher l'imagination, l'invention, la fiction, pour dire le réel? Oui, c'est-à-dire que c'est à partir du réel, parce que les romanciers, en fait, ils ont besoin de détails, pas tous, mais ils ont besoin de détails précis pour pouvoir procéder à cette rêverie romanesque, en fait. Le point de départ, c'est le réel. C'est le réel, oui. Alors, ça peut être une rue, ça peut être l'affiche d'un personnage qui a disparu, cette jeune femme qui disparaît. Des choses assez banales, on se fixe là-dessus et les choses deviennent un peu comme ces tableaux surréalistes où il y a une maison assez banale, mais qui est... Les surréalistes, quelquefois, ils prenaient des objets très comme ça, comme un téléphone ou un truc qui ça devenait, à force de concentration, comme ça devenait un objet insolite, en fait. Il n'y a rien de plus bizarre que quand il y a toutes les apparences de réalité, mais quand il y a une sorte d'insolite à l'intérieur. Oui. Ça favorise l'imagination, la rêverie, la partie romanesque. Mais du coup, je me pose la question, mais comme beaucoup de vos lecteurs, du statut de la vérité. C'est ça. C'est un mot qu'on emploie peu quand on évoque votre œuvre. On parle souvent de l'oubli, de la mémoire, des souvenirs, de la réalité. Mais est-ce que vous cherchez la vérité de ces êtres qui ont disparu, ou est-ce qu'au contraire, elle vous intéresse moins que le pas de côté imaginaire, la rêverie qu'ils vous permettent d'accomplir? En fait, c'est des personnages, si on les voyait dans la réalité, on serait surpris de leur banalité, en fait. C'est compliqué. Oui, il y a des types un peu qui sont un peu qui font des trafics, tout ça, mais en fait, si vous voyez ces gens dans une réalité tout à fait naturaliste, comme ça, que c'est des gens assez... Oui, tout ça, c'est nimbé d'une sorte de... Mais finalement, la vérité, c'est que c'est des personnages assez... assez banalité. Ouais. Alors, évidemment... Tout ce qu'on sait d'ailleurs de la femme qui a disparu, qui est l'héroïne en creux, c'est qu'elle a travaillé dans une grande enseigne de maroquinerie, du côté de l'opéra. Enfin, elle était vendeuse, quoi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est injuste de dire ça parce que... il y avait, dans toutes les vies qui paraissent les plus... Il y a toujours un mystère, quand même. Et alors, ce mystère des êtres, de chacun des êtres que nous croisons, quelle pourrait être aujourd'hui l'encre sympathique que vous proposez à vos lecteurs pour essayer de faire remonter les souvenirs, de gommer la nappe d'oubli et de percer le mystère? Pour entraîner le lecteur, évidemment, c'est compliqué parce qu'il faut lui laisser quand même... Il ne faut pas l'étouffer, il ne faut pas avoir une attitude de romancier qui impose qui étouffe un peu comme du lierre qui étoufferait une façade. C'est pour que le lecteur puisse, comment dirais-je, puisse être avec vous, en fait. Il faut lui laisser une marge suffisante qui puisse aussi achever le travail, en fait, qu'on a... Vous comparez très souvent le travail qui est le vôtre d'écrivain à une voiture qui serait lancée sur le verglas
et où il faut plus toucher au frein et se demander, avec un peu de chance, ce qu'il va y avoir et si la voiture réussira à sortir du verglas. Oui, parce que c'est un sentiment qu'on a quand on commence un roman, parce qu'on sait que ça va durer un certain temps évidemment, c'est une activité, c'est assez long. Enfin, donc, le découragement vient au début. Et on aurait tendance à abandonner. Au bout de 15-20 pages, on a un sentiment que ça débouche sur rien. On se dit, mais j'ai peut-être fait fausse route. Et puis, il y a des choses que vous relisez qui vous parlent. Alors, le problème, c'est d'essayer de ne pas abandonner, mais d'essayer de corriger Il suffit quelquefois de rayer un paragraphe ou tout ça, puis ça reprend. Et au bout de 100 pages, oui, alors on est sur la lancée, alors ça s'arrange un peu. Mais... Alors, puisque nous sommes dans le bureau où vous écrivez, j'aimerais beaucoup, Patrick Modiano, que vous nous montriez comment vous écrivez. Peut-être un de vos manuscrits. Est-ce que vous auriez ça Oui, alors attendez. Oui, je vais essayer. Oui, j'ai dans cette masse attendez, je réfléchis. Parce qu'il y a tout ici. Il y a les livres qui vous servent de documentation, c'est ça? Oui, enfin, c'est plus compliqué. Il y a des choses aussi qui sont pas forcément... Parce qu'il y a beaucoup de livres que je suis obligé d'évacuer, parce que, oui, c'est un peu incohérent. Ouais. Je ne sais plus où les mettre. Il y en a sous les meubles, mais je crois qu'il... Attendez, je crois que... Je vais essayer d'en trouver un truc récent, là, parce que c'est terrible, parce que je ne sais plus où les... Parce que ça occupe une... Attendez... Alors attendez, oui, ça doit être là. Il y a un manuscrit là, c'est compliqué. Oui, il y a un manuscrit, mais vous allez... En fait, c'est un truc assez récent, mais le problème, c'est que plus ça va, moins il y a de... si je ne sais pas où ils sont, mais les manuscrits des débuts étaient effrayants parce qu'il y avait une seule phrase sur une page, le reste était rayé. Alors maintenant, c'est plus clair, mais oui, c'est pas aussi. Oui, il y a des ratures, mais non, mais là, c'est déjà. Oui, c'est. C'est pas tellement raturé. Quand même. Oui, non, mais c'est l'herbe des nuits. Oui, c'est l'herbe des nuits, mais oui, là, il y a... Mais c'est pas des grandes... non, mais par exemple, si je retrouvais des manuscrits, c'est effrayant, parce qu'il y a... Chaque page, il y a une seule phrase, tout est raturé. Enfin, non, là, c'est... Et encore là, j'ai voulu le mettre au propre, parce que le processus est très compliqué, parce que je dois... Comme je ne sais pas le faire sur... ce qu'on disait les ordinateurs, donc il faut que je le fais dactylographie. Enfin non, pas dactylographie. Il y a une amie qui me... Oui, qui le saisit. Qui le saisit, voilà. Mais pour quelle raison la machine à écrire ou l'ordinateur vous résiste-t-il autant? C'est le plaisir d'écrire à la main? Non, c'est pas tellement le plaisir, mais la machine à écrire, à la limite, ça pourrait, telle qu'elle existe, parce qu'il y a un côté physique dans les machines à écrire des années, jusqu'aux années 70. Enfin, comme c'est une activité qui est très abstraite, en fait, quand même, au moins, en écrivant, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu physique, même de raturer. Alors, sinon, évidemment, si je ne pourrais pas travailler... Parce que j'aurais l'impression que tout glisse sur un ordi. Il n'y a plus d'aspérité. Et quand vous supprimez quelque chose, c'est plutôt... ce que vous avez écrit, que vous avez rayé, disparaît, en fait, parce qu'il n'y a plus de rature. En fait. Vous supprimez une phrase, mais elle disparaît, elle est avalée par le... Tandis que là, évidemment, ça vous donne il y a un côté physique de rayer. Et j'ai l'impression que vous faites un éloge de la rature aussi. Oui, la rature... Comme étant nécessaire pour quoi, exactement? Je me suis aperçu que les changements que je pouvais faire sur un texte, c'était uniquement des suppressions, en fait. C'était jamais des rajouts. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des écrivains, de très grands écrivains, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont grands, c'est que c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était, par exemple, si on regarde un manuscrit de Proust, par exemple, c'est des rajouts. Alors lui, il rajoute... Il n'y a pas tellement de suppression. Et vous, comment faites-vous? Vous avez un premier jet ou alors Oui, enfin c'est uniquement des ratures en fait. Oui, j'écris et puis après c'est des suppressions de phrases. Je me demandais où vous en étiez avec la poésie.
Parce que je me souviens que quand vous étiez jeune homme, oui. Vous l'avez raconté, vous écriviez des poèmes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on devient un prosateur parce qu'on aurait été un mauvais poète. Alors, c'est pas ce que... je veux pas dire... Ça, c'est ce que les mauvaises langues disent. Oui, mais les bons prosateurs sont des mauvais poètes. C'est avec de mauvais poètes qu'on fait des prosateurs, parce qu'évidemment, la musique initiale, c'est quand même la poésie. Enfin, d'ailleurs, il y avait une sorte de hiérarchie au XIXe siècle. C'est complètement idiot. La chose la plus noble, en fait, dans la littérature, c'était la poésie. Ensuite, il y avait les dramaturges et les romanciers étaient considérés, comme des feuilletonistes ou comme des... Votre bibliothèque, comment est-elle classée ? C'est-à-dire que c'est le sommet de quelque chose qui est... Oui, j'ai l'impression que c'est la face visible de l'iceberg. Voilà, c'est la face visible de l'iceberg. Alors c'est des mélanges mais en même temps, il y a beaucoup de choses que j'ai évacuées. Et je vois que vous gardez les bottins. Oui, la seule chose, oui, c'est des bottins. Oui, il y a des... Oh, ça, c'est, comme vous dites, la face visible de l'iceberg, parce que là, il y a 4 bottins, mais il y en a une vingtaine que j'ai dû évacuer. Ah, mais c'est le bottin de janvier 1978. Oui, c'est assez récent, disons. Ah, c'est récent. Oui, non, 1978. Non, parce qu'il y a aussi... Mais à quoi vous sert-il le bottin de 78 ? Oui, il y a aussi le bottin de 55, mais il y en a d'autres. Ah oui. Oui, non, mais il y a des tas de bottins que j'ai évacués parce que ça devenait... Est-ce que c'est toujours une source d'inspiration ? Oui, c'est une source d'inspiration parce qu'évidemment, c'est assez étrange, toutes ces... Alors, je ne sais plus maintenant, il n'y a plus de bottins maintenant. Enfin, non, il n'y a plus de bottins. Alors, il faut rappeler que les bottins, en l'ouvrant, c'est formidable parce qu'effectivement, j'ai l'impression que tout un tas de choses renvoient à un passé totalement disparu. C'est classé par rue. Oui, parce qu'il y avait des... Alors, les bottins, c'était pas... les annuaires, plutôt. Parce que les bottins, c'est un truc différent. C'est plutôt les... Ah, vous avez raison, c'est l'annuaire. Oui, parce que les... C'est l'annuaire des abonnés. Là, il y a un bottin, mais c'est uniquement les commerçants et les activités, tandis que là, c'est les personnes. Alors là, encore, il y a certainement encore des vivants, si vous voulez, parce que bon, 78, il ne faut pas exagérer. Oui, c'est presque récent. Mais évidemment, c'est... Quand ça commence à devenir les années 50, les années 39, alors c'est des traces de gens, en fait. Oui, c'est des... Et alors, sur votre... donc, ce bureau sur lequel vous écrivez... Oui, ce bureau provisoire, oui. Mais est-ce que vous avez une discipline ? Quelle est-elle, votre discipline d'écrivain, de romancier ? Ça a varié au cours du temps, parce que quand j'étais très jeune, il y avait une sorte de trac et je reculais l'heure, parce que bon, je faisais d'autres travaux, enfin mais c'est-à-dire je reculais l'heure d'écrire comme quelqu'un qui a peur de rentrer. Donc je commençais très tard et je travaillais la nuit. Mais alors, au fur et à mesure, maintenant, c'est le contraire. J'essaye de me débarrasser le matin J'essaye de me débarrasser très vite. Ça peut pas être, dans mon cas, ça peut pas être plus d'1h30 ou de... Parce qu'après comment dirais-je ? 1h30 par jour. Parce que après, il y a une sorte de relâchement. Alors, je pourrais continuer d'écrire, mais ça pataugerait un peu, j'écrirais des phrases. C'est plus de l'ordre de l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire, c'est comme des chirurgiens, je suppose, qui sont obligés de faire des choses assez rapidement, des choses qui demandent une concentration très forte, comme ça. Alors après, il faut corriger, il faut supprimer, corriger, mais l'acte d'écrire, c'est assez bref, c'est comme ça peut... Alors il faut le faire tous les jours, évidemment. Un romancier ne peut jamais être son lecteur, sauf pour corriger dans son manuscrit des fautes de syntaxe, des répétitions ou supprimer un paragraphe de trop. Il n'a qu'une représentation confuse et partielle de ses livres, comme un peintre occupé à faire une fresque au plafond et qui, allongé sur un échafaudage, travaille dans les détails, de trop près, sans vision d'ensemble. Vous prenez des notes parfois quand vous marchez, ou alors est-ce qu'au contraire vous faites partie de ces écrivains qui n'ont pas besoin de noter physiquement, qui ont tout dans leur tête? On sait, oui, on ne sait pas ce qu'on va écrire, mais
Non, c'est toujours une improvisation. Mais en même temps, j'ai toujours envié, par exemple, quelqu'un comme Simenon il écrivait un livre en 8 jours. Il y avait toujours le même nombre de chapitres et quelquefois, c'est rassurant quand il y a un cadre très précis. On peut envier ça aussi parce que c'est... Mais en même temps, l'improvisation, ça vous donne aussi une légèreté. Enfin, j'ai l'impression que vous l'aimez bien, cette petite insécurité, oui. Angoisse, oui. Qui consiste à ne pas cadrer trop les choses, voilà, à laisser les... C'est parce qu'elle donne, cette insécurité, cette angoisse donne un espèce d'incertitude au livre, une sorte de tremblement au livre. Il y a des choses que, comme un aspirateur, au fur et à mesure que j'écris un livre, que je regarde dans la rue ou tout ça et que j'incorpore. C'est ça l'improvisation, c'est qu'on trouve quelque chose de bizarre et puis on l'incorpore le lendemain. Ouais. Est-ce que vous continuez à aimer autant le cinéma qu'autrefois? Quand j'étais très jeune, j'allais au cinéma. Enfin, c'était assez intéressant parce que, en fait, j'allais souvent au cinéma parce que j'essayais d'observer les techniques cinématographiques. Enfin, je sais pas, la voix off, le gros plan, enfin, le travail, enfin, des trucs comme ça. Mais c'était avec une arrière-pensée, en pensant que ça pouvait me servir pour l'écriture de romans, en fait. C'était comme une sorte d'école pour le roman en même temps. Enfin. Eh bien, vous savez quoi? Oui. Je vous propose d'aller au cinéma, tous les deux. Je suis ravi. Dans presque tous vos livres, en tout cas beaucoup, et puis dans Encre sympathique, Oui. il y a un personnage qui n'est pas un être humain, qui est une voiture. Oui, et oui, singulièrement, alors les voitures et les garages, mais singulièrement les voitures américaines décapotables. Tiens, C'est un peu comme celle-ci. Oui, là, c'est toute une... Votre adolescence? Oui, oui, parce que surtout décapotable, tout ça, puis c'était l'image de la liberté. Oui, de la liberté. Oui, dans Encre sympathique, il y a comme ça un personnage qui voit une voiture décapotable avec les clés dessus. Oui. Est-ce qu'il y a les clés dessus? C'est un peu évident. Bah oui. Bah oui, alors c'est comme dans le roman, oui. Donc on fait comme dans le roman. On fait comme dans le On emprunte la décapotable, on la rendra. Alors voilà le cinéma McMahon. Oui. Ah, regardez, à vos couleurs, Patrick. Bah oui, ça fait un drôle d'effet. Oui, parce que je pense à... C'est un endroit que vous connaissez bien. Oui, depuis... alors j'allais dire depuis 50 ans. C'est pour ça me fait drôle. Voilà. Ah ouais. On voudrait 2 places, monsieur Bruno, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci. Ah là là. C'est beau, ces salles patrimoniales. Ah oui, c'était des... Alors, le cinéma, Patrick Modiano, c'est une machine à remonter le temps. Oui, surtout ce cinéma-là, oui, très très jeune, avec ma femme, on allait dans ce cinéma, parce qu'on habitait un peu dans le quartier, et donc ça me fait remonter le temps vraiment de presque, j'ose pas dire le chiffre. Ah bah justement, on va appuyer, si vous voulez bien, Patrick Modiano, sur les touches qui vont nous permettre au cinéma de revenir en arrière, et puis peut-être de découvrir... Ah oui. Alors, à la fois des choses qui appartiennent à votre œuvre et qui racontent votre vie. Tiens, par exemple, si je vous montre cette photo, qui est un endroit de Paris qui a beaucoup changé. Oui. Alors là, ça a énormément changé parce que j'ai habité oui, c'était au 3e. Enfin, c'est compliqué parce qu'il y avait le 4e. Enfin, il y avait... Mais ça c'est le 15 quai Conti. Je ne sais pas si ça peut se voir comme ça, mais c'était des immeubles assez délabrés parce que
à l'époque, enfin quand j'étais enfant, c'est-à-dire dans les années 50, alors les immeubles en général appartenaient à un seul propriétaire qui, les loyers étaient très bas et donc il ne pouvait pas faire de travaux. Donc c'était des immeubles assez délabrés. Et là, ça c'est le début de l'Académie française. Oui, oui. Bah oui, c'est l'Académie. Oui. Vous ne voulez pas y aller, vous, à l'Académie? Vous ne voulez pas passer du 15 quai Conti où oui, vous êtes né? Oui, au 23 quai. Je crois que c'est le 23, oui, c'est ça. Oui, parce que quand on était enfant, j'étais dans une école où il y avait un garçon de mon âge qui, je crois qu'il était... Son père était concierge à l'Académie, enfin tout ça. Et alors, en fait, on voyait souvent des académiciens qui sortaient dans leur uniforme. Et il y a un truc où on avait eu une crise de fou rire parce qu'il y avait un arrêt à l'entrée du Pont des Arts. Et à un moment, l'autobus est parti et le monsieur qui était assez âgé, qui était dans sa tenue d'académicien, a couru pour essayer de rattraper. Avec la cape, l'épée. Alors, oui. Alors c'était, pour moi, l'Académie française était liée à ce truc, enfin, à ce truc un peu bouffon. Il y avait une sorte de truc, oui, comme dans un film un peu de Fellini, enfin, qui courait après l'autobus avec ça. Alors j'ai toujours eu ce sentiment, enfin mais non, mais c'est autre chose que ça, évidemment, cette institution, mais... Le 15 quai Conti est quand même au cœur de cette œuvre, Patrick Modiano, la vôtre. Vous dites souvent la nuit originelle pour parler de l'occupation, période que vous n'avez pas connue puisque vous êtes né en 1945. Oui. Et évidemment, oui, parce que... il y a les habitants du 15 quai Conti. Alors, votre père, par exemple, Albert Modiano, dit Aldo. Oui, parce que c'était un nom italien, oui. Parce que c'était ma mère qui habitait là, enfin qui habitait chez des amis qu'il avait recueillis. Enfin, tout ça est compliqué. Puis il était venu, lui, quand il l'a connu dans cet appartement. Oui, c'était... Et je repense à cette remarque que vous racontez dans un pédigré de votre père. Vous écrivez un pédigré en 2004, sorti en 2005. C'est-à-dire c'est presque 10 ans avant votre prix Nobel, et vous racontez dans un pédigré cette lettre de votre père dans laquelle il vous dit « Mais mon petit bonhomme, en substance, si tu veux être écrivain, il faut faire des études. » Parce que Jean-Paul Sartre, lui, il est agrégé. Et il a eu le prix Nobel. Votre père voulait absolument que vous fassiez des études. Vous n'en aviez pas du tout l'intention. Oui, mais ça... Oui, mais alors... Et il vous dit « Tu ne seras jamais écrivain. » Oui, parce qu'en fait... ce qui devait faire peur à des gens de la génération de mon père, qui pourtant était un personnage un peu trouble et tout ça, ils ne pouvaient pas imaginer... il y avait une association qui faisait que si un écrivain n'avait pas un métier, alors il faisait partie évidemment des poètes maudits comme Verlaine, ou comme Rimbaud, ou comme Baudelaire. Il fallait qu'à la limite, qu'il ait un métier... Sinon, il imaginait les horreurs de l'alcool, enfin, c'est quand même très étonnant de la part de votre père, dont vous racontez l'itinéraire dans vos livres, qui est un personnage un peu trouble, enfin, qui vit lui-même de combine, oui, c'est ça, qui fait du marché noir. Oui, c'était un personnage pas très... Je veux dire, c'était pas non... Oui, un exemple de rigueur... Enfin, Mais il aurait voulu que vous soyez cet exemple qui n'a pas été. Oui, il y avait un truc en argot, ils envoyaient leurs filles chez les frangines, c'est-à-dire chez les bonnes sœurs. Enfin, il y avait cette espèce de truc de quelqu'un qui n'avait pas... qui n'avait pas vraiment lui-même trouvé sa place. Alors... Est-ce que c'est la raison pour laquelle il vous a envoyé en pensionnat, rétrospectivement? Mais est-ce que s'il vous envoie chez les frangins, c'est pas pour vous protéger et vous offrir ce qu'il aurait tellement aimé avoir, lui, c'est-à-dire une vie cadrée? Oui, c'est peut-être parce qu'il a pensé qu'il ne pouvait pas vraiment m'élever ou me donner une discipline, mais... Alors évidemment, vous n'aviez qu'une idée en tête, c'était de fuguer. C'était de rentrer ou alors de partir à l'autre bout de la France. C'est quelque chose de bizarre, c'est un peu, j'allais dire... Il y a un sentiment, dans les premiers moments de la fugue, il y a un sentiment de libération comme ça. Et puis, il y a une chute terrible parce que ça ne peut déboucher que soit le renvoi d'un collège ou
ça n'avait pas d'avenir, une fugue, pour un garçon de 13-14 ans ou 15 ans. Est-ce que, je me souviens qu'à l'époque, vous aviez dit que peut-être, oui. vous écririez un jour quelque chose qui correspond aux autres années. Est-ce qu'on peut dire qu'un pédigré, sans être totalement autobiographique, est une première pierre de vos mémoires et qu'un jour on aura la chance de lire les mémoires de Patrick Modiano? C'est-à-dire, c'est très difficile parce que, je veux dire, après cette période qui est décrite dans un pédigré, j'ai eu l'impression de me rejoindre moi-même, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai partagé ma vie, d'écrire des livres. Brusquement, j'avais l'impression de vivre ma vie. Donc, quand on éprouve cette espèce de coïncidence comme ça, je ne sais pas si on a... Ah, il n'y a plus rien à écrire? C'est-à-dire que... Vous voulez dire qu'il n'y a plus de sujet quand on devient enfin soi? On peut écrire de la fiction, mais il n'y a plus cette espèce de volonté autobiographique d'être le témoin de... Vous vous rejoignez vous-même, alors vous n'avez pas tellement envie d'écrire sur votre vie intime, parce que ça voudrait dire la mettre à distance ou c'est difficile. Il arrive que les livres, les romans, les enquêtes, les récits aient une puissance inespérée. Et que tout à coup, ce qu'on a oublié redevienne visible aux yeux de tous. C'est ce qui s'est passé avec La promenade de Rabruder. Cette jeune juive de 16 ans qui fait une fugue, qui va revenir à Paris, qui sera ensuite déportée, passant par le camp des Tourelles, puis Drancy, puis Auschwitz. Aujourd'hui, une promenade a son nom à Paris, dans le 18e arrondissement. Jamais, finalement, Patrick Modiano, nous ne pourrions aujourd'hui nous rendre promenade de Rabruder si vous n'aviez pas écrit ce livre. Évidemment, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que je connaissais bien ce quartier et elle était une enfant de ce quartier, en fait. Elle était... Je crois que je ne savais même pas... J'avais lu, il y avait cet avis de recherche qui était paru dans un journal de l'occupation, et c'était des parents qui recherchaient cette fille parce qu'elle avait fait... apparemment, je me suis dit, elle a fait une fugue, et ses parents... Parce qu'il y avait écrit donner renseignement... il y avait le nom de son père. Alors je me suis dit, c'est une fille qui a fait une fugue. J'avais senti là qu'il y avait quelque chose qui me touchait, et c'est peut-être plus que l'occupation et tout ça, c'est ça qui m'a induit à essayer de retrouver sa trace, en fait. Il y a toujours quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est Orphée, Orphée qui essaye de plonger dans le royaume des morts, ou dans le royaume pour essayer de ramener Eurydice. Vous vous souvenez du vers de Rilke? Oui, ça m'a toujours bouleversé. Qu'est-ce qu'il disait, ce vers? Il disait, je le formule mal, mais c'est « Sois toujours mort dans Eurydice » ou un truc. Sois toujours mort en Eurydice. Oui, c'est ça. Et moi, c'est un vers que j'ai lu, que j'avais lu très jeune et qui m'a bouleversé. Oui, c'est ça qui m'avait frappé. C'est ce que vous avez fait? Aller chercher dans le royaume des morts les anonymes et les ramener à la surface? Vous êtes l'Orphée du XXe siècle? Non, malheureusement, Orphée, c'était parce que le romancier, c'est quelque chose de plus... j'allais dire... C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de romancier, mais aujourd'hui, vous seriez Orphée. Oui, oui, alors un Orphée comme la pièce d'Anouilh, c'est-à-dire un Orphée un peu... des traces d'inconnus, comme ça. Il y a beaucoup d'endroits dans Paris qui sont à la fois des lieux de mémoire et des lieux de stigmates. Notamment cette façade, dans le 16e arrondissement. Alors, ils ont mis une plaque maintenant, mais alors, c'est compliqué, 93, rue Lauriston. C'est au cœur de votre œuvre. Oui, ça fait partie, j'allais dire, de zone parisienne qui... D'ailleurs, on n'est pas très loin de l'Étoile. C'est de l'autre côté de la place de l'Étoile. Qui était assez étrange pendant l'occupation, et
C'était le siège de la Gestapo française. C'était surtout des gens du milieu, qui trafiquaient, qui étaient des trafiquants de marché noir. À partir de 1943, oui, ils ont arrêté les Allemands leur demandent de faire des opérations comme ça, des arrestations et des... C'était des gens de sac et de corde qui auraient pu après travailler avec les Américains ou avec les... Ce qui est frappant dans toute votre œuvre, Patrick Modiano, c'est qu'il y a les inconnus avec lesquels on peut être évidemment en empathie immédiate. C'est le cas de Dora Bruder, cette jeune fille juive qui fait une fugue. Peut-être. Il y a des personnages avec lesquels on est un peu moins en empathie. Tiens, je pense à celui-là, un certain Lacombe Lucien. Alors, monsieur Pessac. Ce qui pouvait se rapprocher d'un travail de romancier, c'est que dans ce film, en fait, il n'y a pas de vedette. C'était comme si c'était un anonyme, en fait, puisqu'il n'était pas comédien. Mais c'est un anonyme qui est tout à fait opposé, étranger à l'anonyme Dora Bruder. Oui, parce que... Là, il ne s'agit plus d'un enfant juif, il s'agit d'un jeune homme qui aurait pu s'engager peut-être dans la résistance, mais il se trouve qu'il s'engage, qu'il est engagé dans la milice. C'est plutôt pour des auxiliaires un peu bizarres, des auxiliaires de cette ville de province, mais... Au début, quand j'ai commencé à discuter avec Louis Malle, qui a réalisé le film, je voyais ça plutôt, cette espèce de dégringolade je voyais ça dans un décor urbain peut-être, mais c'est la différence du cinéma et du roman. Il fallait que ça soit... Oui, peut-être qu'il avait raison, qu'il fallait que ça soit un jeune paysan qui se laissait, comment dirais-je, entraîner dans... Mais au départ, je me disais, c'est peut-être une vision un peu rousseauiste que j'avais des pays. Je me disais, est-ce qu'un jeune paysan se serait embarqué dans cette histoire où ça me semblait un peu, je sais pas si... Mais finalement, il avait raison, sans doute. Alors, tiens, voici un endroit, c'est une librairie. Je crois qu'elle vous dit quelque chose, non ? Si je vous montre cette façade. Oui, parce que c'est toujours pareil. Il y a la disparition de ce genre de librairie. Et là, oui, c'est une des dernières qui reste ou qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le livre noir, le livre policier. Alors, ça va de la série noire aux centaines de collections. Eh bien, allons-y. Je vous propose d'aller faire un tour à l'amour du noir. C'est Olivier Ancel qui aujourd'hui tient cette librairie. Et c'est évidemment Inès de la Motte Saint-Pierre qui nous sert de guide dans les pas de Patrick Modiano. C'est gentil d'avoir dit. L'Amour du Noir, c'est la seule librairie spécialisée en romans policiers à Paris aujourd'hui. J'ai la particularité de proposer à peu près tous les genres de la grande famille qui est le polar, qui regroupe le thriller, le roman noir, le roman d'énigmes, les chambres closes, le crime impossible, qui sont collectionnés et lus dans le monde entier. Je vis noir du matin au soir, je lis du polar quotidiennement. On a l'essence même de la vie dans toute sa noirceur. Ce miroir accentué, exagéré de tous les travers, tous les maux qu'on trouve dans le monde au quotidien. Londres Express de Peter Le Gran. C'est un roman très noir, très glauque. Donc on est dans la tête du personnage qui est un psychopathe en puissance. C'est un pervers, il est malsain, il a des pensées impures. Quand quelqu'un me demande, j'ai tout lu, je cherche quelque chose qui sorte des sentiers battus, c'est le bon livre, ouais. La marche au canon de signé Jean Mecker, c'est le roman de la débâcle. C'est un
texte d'une puissance phénoménale, écrit en 1941, probablement très autobiographique. En moins de 100 pages, on en apprend beaucoup plus que dans n'importe quel livre d'histoire. En cas de déprime, prenez un recueil de nouvelles de Frédéric Fajardy. C'est des textes très courts, très incisifs, qui font 1, 2, 3 pages. C'est le parfait remède à la mélancolie. Sacré Bleu de Christopher Moore, c'est Toulouse-Lautrec qui mène l'enquête après l'assassinat de Théo Van Gogh. On est vraiment immergé dans le Paris et Montmartre à la fin du 19e, tout en étant complètement fou avec du fantastique, des sorcières, des ghouls, des voyages dans le temps. C'est une réussite absolue et surprenante pour un auteur américain. Sylvia de Howard Fast, un roman policier où tout est juste, tout est parfait, il n'y a aucun mot à enlever. C'est une enquête d'une simplicité déroutante. C'est un roman d'une perfection absolue, oui. Alors, Marcel Proust a une Madeleine. Oui. Et alors, je me demandais quelle pouvait être la Madeleine de Patrick Modiano, et j'ai quelque chose à vous proposer, qui serait ceci, ce flacon d'éther. Oui. Est-ce que le flacon d'éther peut-être la Madeleine de Modiano? Oui, parce que j'étais dans une école à un moment lointaine sur la côte basque, enfin à Bière. Et donc, je devais avoir 5-6 ans. En fait, j'étais renversé par une camionnette et donc, on m'a transporté chez des bonnes sœurs qui étaient juste à côté. Et alors, j'ai eu une expérience qui est un peu plus bizarre que la Madeleine, c'est-à-dire qu'elles m'ont endormi, mais à l'époque, c'est des souvenirs un peu flous, mais on vous mettait un espèce de... Vous savez, les chiens qui, pour pas mordre, on leur met une sorte de truc... De muselière. De muselière avec de l'éther, justement. Et donc, à partir de là, cette sensation d'éther m'a poursuivi pendant des années. Et alors j'ai essayé de retrouver après dans les fameuses bouteilles bleues. Et évidemment, je respirais quelquefois. C'est une sensation très bizarre, l'éther, parce que c'est à la fois une sorte de lourdeur et en même temps de fraîcheur. C'est difficile. Et donc ça m'a poursuivi très, très longtemps, au point que de temps en temps, quand je voyais un flacon d'éther, j'avais tendance à respirer. À vouloir le respirer, c'est ça? Oui, et en même temps, c'est quand même une drogue. Enfin, parce qu'il y a des hétéromanes. Enfin, c'est un peu ambivalent. Et donc, oui, ça me rappelle un événement de mon enfance et en même temps l'oubli, en fait, quand vous vous endormez, en fait. Dans les années 60, il y a quelque chose qui nous marque énormément. Regardez, c'est ça qu'on a retrouvé. Une jeune chanteuse parlant d'un jeune écrivain au micro d'un jeune animateur qui est évidemment Michel Drucker. Ah oui, ça fait... Il est très jeune. Françoise Hardy, vous avez enregistré récemment une chanson que vous n'avez jamais chantée à la télévision. C'est la première fois ce soir. De qui est cette chanson? Elle est de Patrick Modiano, qui est un jeune écrivain. Il a écrit un livre qui s'appelait La place de l'étoile. Vous ne le connaissez pas encore d'ailleurs? Je ne le connais pas encore et je compte le rencontrer cette semaine. Faites la cour, le grand méchant loup, Benoît. Faites le grand fou, faites les yeux doux, étonnez-moi. Oui, alors, oui, parce que là, on entend les distances du temps. Ah oui. Oui, parce que là, alors, attendez, je réfléchis, ça doit... Oui, ça doit faire à peu près 51 ans, en fait. Ça vous semble vertigineux? C'est presque de la science-fiction, en fait. Dans quelles circonstances avez-vous écrit cette chanson « Étonnez-moi, Benoît » ? J'ai écrit les paroles de cette chanson et donc j'avais un ami un peu plus âgé que moi qui s'appelait Jean-Max Rivière et il avait une maison d'édition musicale et c'est comme ça que j'ai pu... Et par la suite, vous n'avez pas eu envie de continuer à écrire des chansons? J'aurais volontiers écrit des chansons si j'avais eu une musique au préalable. Alors j'aurais pu... Ah oui.
Mais alors, Vous n'avez pas rencontré le musicien qui aurait pu vous accompagner? À vrai dire, après, j'ai été lancé dans mes romans, tout ça. Alors, il aurait fallu faire ça d'une manière professionnelle, parce qu'évidemment, la chanson, c'est quelque chose de professionnel. Après, on fait des paroles, et donc, comme j'ai été absorbé par les romans, et puis j'avais de la difficulté au début d'écrire ces romans, donc je me concentrais là-dessus, puis je pouvais pas... C'est vrai que la chanson, quelquefois, il y a des chansons merveilleuses. Jacques Prévert a fait Les Feuilles Mortes, tout ça. J'aurais rêvé de faire une chanson comme ça. Vous auriez peut-être pu avoir le Nobel de littérature aussi pour une chanson. On l'a bien donné à Bob Dylan après vous. Alors. Oui, c'est vrai. Oui. Alors justement, 2014, prix Nobel de littérature, Patrick Modiano. Vous aviez très gentiment accepté de venir à la Grande Librairie nous dire que vous étiez dans la rue. Vous l'avez appris après tout le monde ce jour-là, parce que vous étiez en train de faire votre promenade. Mais alors quand vous voyez ces images aujourd'hui, j'aimerais savoir, j'aurais tout donné pour être dans votre tête à ce moment-là. C'est-à-dire le moment où on vous remet le Nobel. En fait, dans ce genre de circonstances, ce qui est très bizarre, c'est que quand on vous annonce vous avez le Nobel, alors le premier truc, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sensation de dédoublement et que la personne qui a eu le Nobel n'est pas tout à fait vous, que c'est un peu comme quand vous voyez tout en double, et donc ça met longtemps l'image met longtemps à se rassembler en une seule image. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le Nobel ? En profondeur, rien n'a changé, parce qu'en fait, le processus est toujours le même. Il faut écrire un nouveau livre, et puis vous avez les mêmes doutes et les mêmes... Rien ne change en profondeur, sauf qu'il y a une sorte de baisse d'électricité. Et alors, un événement comme le Nobel, vous avez l'impression que vos livres que vous avez écrits il y a 30 ans retrouvent une espèce de nouvelle vie, que tous ces livres qui étaient des ampoules qui, au bout de 30 ans, et puis brusquement, c'est rebranché. Alors les ampoules, ça donne, soi-disant, un nouvel éclairage à ce que vous avez écrit dans le... C'est ça qui change un peu, en fait. Dans votre discours de réception, lors de la remise du prix Nobel à Stockholm, vous insistez beaucoup sur l'idée que l'écrivain, le romancier, est le moins bien placé pour parler de son œuvre, que c'est le lecteur qui est le mieux placé que l'écrivain pour commenter son œuvre. Oui, souvent les lecteurs en savent plus long ils m'apprennent Enfin, ça paraît un peu étrange, mais ils m'apprennent certaines choses comme si eux avaient vu beaucoup mieux que moi l'ensemble des pièces. Mais quand je vous écoute, Patrick Modiano, et que je me mets à la place de ce que je suis, c'est-à-dire le lecteur, j'ai l'impression que vous ne voyez pas le puzzle que nous, les lecteurs, nous sommes capables d'assembler. Oui, c'est comme... Vous voyez que les pièces... En fait, on ne peut jamais être le lecteur d'un de ces livres, parce que... Par exemple, si on fait l'effort de relire un de ces livres, alors on le relit, mais alors on voit tout ce qu'on a supprimé. On a toujours une espèce de vue très étroite, en fait, du livre. Il y a un moment, vers la fin, où le livre veut se débarrasser de vous, enfin, comme dans un truc de science-fiction, que le livre finit par vous trouver insupportable et qui veut se dégager de votre... Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais vraiment de fin, comme s'il voulait prendre congé de celui qui l'a écrit. Vous parlez du lecteur. Il y a un lecteur, j'avais pris un lecteur type. Oui. Qui est aussi un formidable écrivain, qui fut un grand lecteur. Je crois que ça a été votre premier lecteur, ou en tout cas un des premiers. Regardez-le, Raymond Queneau. Oui, parce qu'il faisait partie quand j'étais adolescent, ou vers 15 ans, des périodes où j'étais à Paris, où j'avais pas vraiment de vie familiale, alors Queneau, lui, c'était parce qu'il connaissait vaguement ma mère. Enfin, donc c'était quelquefois des adultes,
qui s'apercevait que j'étais un peu un adolescent ou plutôt un adolescent un peu livré à moi-même, et donc il avait eu la gentillesse de me dire écoute, vous pouvez venir le samedi si vous voulez, vous pouvez venir déjeuner, et puis à partir de 14 ans, les rares fois que j'étais à Paris, j'allais le samedi chez lui, et puis comme à l'époque, j'étais très faible en maths, tout ça, alors je parlais de tout ça avec lui, et donc il m'avait expliqué des choses de géométrie, tout ça, la géométrie dans l'espace, tout ça, pour que j'arrive à faire des devoirs et tout ça. Le problème, c'est que je pensais déjà écrire, mais j'ai jamais osé lui dire jusqu'à là. Puis après, je l'ai revu, jusqu'à l'âge de... Bah oui, jusqu'à que j'ai commencé à écrire, mais je n'osais même pas lui dire que je voulais écrire, parce que ça me paraissait complètement impensable. J'osais pas lui dire que je voulais... Donc, et après, évidemment, quand j'ai fini mon premier livre, il a été surpris parce que je ne lui en avais pas du tout parlé, que je voulais écrire. Donc, il a été très surpris alors oui, c'est un personnage un peu comme ça qu'on peut rencontrer par hasard, comme ça, qui est un peu qui vous en... Ça, c'est pour les gens. Et puis, il y a parfois aussi les photos de choses, d'objets. Oui, d'objets. Qui ont disparu, qui n'existent plus. Cette photo, par exemple. Oui. Alors, c'est pas un tableau, c'est pas une personne. Ça peut contenir des tableaux et des personnes. Je crois même que l'expression a disparu aujourd'hui, non ? Le panier à salade. Oui. D'ailleurs, j'ai été dans... Enfin non, mais c'est absurde de parler de ça, mais... Si, vous avez été dans le panier à salade, vous. Oui, avec mon père, bizarrement. Oui, parce qu'il m'a... Enfin, c'était un truc un peu stupide, c'est que il a appelé parce qu'il croyait que parce que j'avais sonné à la porte, il croyait que j'allais le... Enfin, c'était absurde, c'était simplement parce qu'il y avait un problème de fuite. Enfin, c'est curieux de se retrouver avec son père dans un... Et donc, c'est curieux de se retrouver avec son père, surtout quand c'est son père qui a appelé la police. Oui, et qui se fait coffrer avec vous dans le panier à salade. Oui, parce que en fait, comme j'étais mineur, il devait m'accompagner parce qu'il a appelé en disant que je risquais de faire du scandale, mais ce qui était complètement stupide. En fait, j'étais un gentil garçon et tout ça. Et donc, on s'est retrouvés exactement dans la même... et on a été jusqu'au poste de police. Et vous racontez aussi quelque chose de presque tragique, c'est-à-dire que vous êtes face à lui dans ce panier à salade. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait, à une période de l'occupation, il y avait des rafles, et il m'avait raconté, la seule chose qu'il m'a raconté vaguement, c'est qu'il était dans un restaurant aux Champs-Élysées, qu'il y avait à un moment il y avait eu une rafle, et donc lui, il avait été... raflé, et donc je me suis dit, mais c'est bizarre quand même que, à 20 ans d'écart, que la situation se reproduise, alors que lui, ce qui m'avait semblé complètement presque de la science-fiction, que c'était un peu comme un truc assez tragique qui se reproduit d'une manière un peu... Et votre mère, Patrick Modiano ? Oui, oui, ça c'est des photos un peu... sévère, oui, parce que... Sévère non, oui. Pas sévère du tout, non, mais elle est... Vous dites sévère. Oui, ça fait bizarre. Non, pas sévère, non, mais la photo est très... Ça fait un drôle de... C'est drôle de... Oui, c'était un peu... Oui, c'était quelqu'un d'un peu difficile, oui. Enfin... Est-ce que le mystère des parents s'épaissit à mesure que vous écrivez sur eux, ou est-ce que vous avez le sentiment de les comprendre, ou d'avoir percé le mystère ? Avec les années qui passent, évidemment, les parents... Enfin, c'est compliqué. C'est quelque chose d'assez troublant, parce que des parents qui n'ont pas été des parents deviennent des figurants, comme ça, mais des personnages. Et puis après, ils basculent dans la fiction. Enfin, ça devient des... Ce sont des personnages de fiction, aujourd'hui ? C'est-à-dire, c'est des personnages qui finissent par perdre un peu de réalité, parce qu'évidemment, vous êtes un fils, mais à condition d'avoir une structure familiale
assez, comment dire, assez concrète, c'est-à-dire de vivre avec vos parents, ils viennent vous chercher à l'école. Avec les années qui passent, après, ils n'ont plus l'âge et puis après, ils deviennent presque... On se demande ils sont pas le produit de votre imagination, finalement. Ils perdent toute réalité, en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. Alors, il y a la famille, oui. Et puis il y a peut-être aussi les amis, oui. Ceux avec qui on peut avoir une relation différente, oui. Voire travailler. Tiens, oui. Par exemple. Oui, Jean-Jacques Sempé. Oui. Alors lui, si on parle de... Il n'a jamais voulu trop me donner de détails, mais je pense qu'il y avait quelque chose dans l'enfance qui a été dur pour lui. Mais il en parle à demi-mot, enfin... Il y a quelque chose d'assez douloureux, enfin, qui s'est passé. Et si on allait le voir, Jean-Jacques Sempé, pour lui poser la question? Oui, on va essayer de lui poser la... Oui, on va lui poser la question. Il va... Peut-être on n'arrivera pas trop... Il veut rester un peu évasif quelquefois, mais on va essayer de le... Allez. On va lui demander. On va lui demander. On va lui demander. On a l'impression que ça semble... Et alors, la voiture est omniprésente tout de même dans vos livres. Oui, il y a toujours des... Oui, la voiture, des le garage, des garages. Des garages. Parce qu'évidemment, c'était des choses qui frappaient des automobiles comme celle-là qui étaient en réparation dans des garages. Et puis des grands garages de l'époque où il y avait une odeur d'essence. Vous attachez beaucoup d'importance aux odeurs, et notamment à cette odeur entêtante d'essence. On a l'impression que c'est comme l'éther, c'est une odeur que vous aimez. C'est un peu l'éther, c'est les garages de mon enfance, en fait. Alors, c'est des sensations, évidemment, qui ont l'air très nostalgiques, tout ça, mais finalement non, parce que ça appartient à... C'est des sensations intemporelles qui deviennent intemporelles. Oui. Ah, ça, c'est un temps également qu'on n'utilise plus, l'intemporel. L'intemporel, oui. On parle du passé, on parle du présent. Oui, et on ne parle pas de ce mélange de... Qu'est-ce que ce serait l'intemporel? C'est toujours quand il y a deux temps qui se superposent, quand on revoit le passé à travers... Enfin, quand on repense au passé, mais le présent s'y mêle, et justement dans des romans comme ça, j'essaie de faire cette espèce de surimpression, mais c'est des espèces de mélanges chimiques comme ça. Qui étaient les maîtres à penser, les maîtres à lire dans votre adolescence? Ceux qui vous ont donné envie de devenir écrivain, d'écrire à votre tour? Au fond, c'est un mélange d'influences hétéroclites. Mais qu'est-ce qui vous a donné, j'allais dire, la certitude que cette forme brève était la vôtre? Il y a une sorte de rêverie peut-être de devenir un poète comme ceux qu'on a aimés, enfin Baudelaire. Ouais. Et puis après, quand ça s'oriente vers la prose, alors évidemment, les premières tentatives sont on a besoin d'un modèle, en fait, et d'un patron. On a besoin... Oui, parce qu'on a... remarqué que le mot patron est quand même ambivalent, parce que patron, ça veut dire que c'est... Oui, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui vous dirige, ou est-ce que c'est quelqu'un sur qui vous prenez exemple? Oui, c'est-à-dire que... Moi, je me souviens que vers 15 ans, j'avais pris une sorte de patron. C'était le livre de Radiguet qui s'appelait Le Diable au corps. C'était peut-être parce qu'il avait écrit ça très jeune. Alors j'avais commencé un roman, j'avais écrit une centaine, même 150 pages, et en fait, j'ai dû rentrer dans un pensionnat en Haute-Savoie, et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce manuscrit a disparu. A disparu, c'est-à-dire, je ne sais pas si les gens l'ont jeté ou si... Et donc, c'est fou quand même, parce que vous êtes en train de me dire que vous qui écrivez sur la disparition, votre premier manuscrit a disparu. Oui, c'est ça qui m'a... Enfin, il a disparu. Comment s'appelait-il? Quel était le titre? Il n'y avait pas de titre, mais c'était très inspiré par... C'était une histoire d'amour entre un jeune... un peu comme dans Le Diable au corps, qui rencontrait une fille un peu plus âgée que lui. Enfin,
Mais c'était peut-être dans cette tonalité-là que j'aurais pu commencer au lieu de commencer par quelque chose d'un peu... Ça, c'est le premier livre, c'est avant La Place de l'Étoile, alors. Oui, oui, c'était bien avant. Je me suis toujours demandé si la chose que j'avais écrite quelques années auparavant n'aurait pas été plus dans la lignée des autres livres que j'ai écrits par la suite. Alors, on arrive chez Jean-Jacques Sempé. Jean-Jacques Sempé. Ah oui, il y a la page. Et voilà. Bah oui, voilà, on sait. Alors, il faut enlever ça. Ah oui, chez Jean-Jacques Sempé. Oui, comment ça marche ce truc Je sais plus. Alors. Oui, les vieilles ceintures sont compliquées. C'est des... Ah bah voilà, on est arrivé chez Jean-Jacques Sempé partage avec Patrick Modiano l'obsession de l'enfance et le goût de Paris. Une certaine façon d'habiter le monde aussi. Sempé est né le 17 août 1932 dans une famille pauvre de Bordeaux. Son enfance solitaire est marquée par les disputes incessantes entre sa mère et son père adoptif. En 1950, renvoyé du lycée, Sempé vit de petits boulots. En 1951, Sempé publie ses premiers dessins dans le quotidien régional Sud-Ouest et en 1955 commence une collaboration avec René Goscinny. Les aventures du petit Nicolas connaîtront d'un succès planétaire avec près de 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En 1962, Sempé publie son premier album de dessin, Rien n'est simple. En 1978, Sempé dessine sa première couverture pour le prestigieux magazine américain The New Yorker. La rencontre avec Patrick Modiano se déroule en 1988. Ensemble, Modiano et Sempé publient un livre, Catherine Certitude, immense succès, dans lequel on peut deviner quelques traces autobiographiques et surtout de très nombreux points communs. Patrick Modiano, Jean-Jacques Sempé. Je me demandais quand et comment vous vous étiez rencontrés l'un et l'autre. Je connaissais tous ces dessins depuis les années 60, donc évidemment, après je l'ai connu en chair et en os, mais... Et vous étiez un lecteur de Patrick Modiano? Oui, toujours. J'ai toujours aimé ça. Ça m'a ému, parce qu'évidemment, moi aussi, j'étais depuis... Alors, quand on se recroisait... Oui. La femme de Patrick nous disait « Mais pourquoi ne faites-vous pas quelque chose ensemble ?» Oui. Un jour, je me trouvais rue de l'Université. Oui. Je le vois, lui, du haut de ses 3,68 m, à peu près. Donc, je le reconnais. Oui. Et Dominique, sa femme, était à côté. Oui. Alors, quand je suis arrivé à leur hauteur, je lui dis, voilà, c'est une petite fille, elle porte des lunettes, elle est myope, elle vit avec son père. Oui. Sa mère est partie aux États-Unis, elle a ouvert une école de danse. Ne me demande pas pourquoi, débrouille-toi avec ça. Il a démarré. Oui, c'était toi, quand tu m'as dit, elle s'appelle Catherine Certitude. C'était... Ah oui. Parce que oui, pour Catherine Certitude, les 4 phrases qu'il m'a dites, je voyais le... Et il y avait aussi une échappée vers New York. Oui, alors voilà. Alors là, j'avais jamais été à New York, mais j'ai... Ouais. Donc j'ai... Vous n'avez jamais été à New York? Non, malheureusement. Mais ça m'a... J'ai pensé qu'il avait raison, parce qu'il ne fallait pas uniquement se cantonner à Paris. Il fallait parce que c'est bon, ça se passe, la petite est dans un Paris du 10e arrondissement, tout ça, mais avec une échappée sur New York, ça donne encore une envolée de plus à Paris, en fait. Oui, on avait espéré comme ça.
trouver un éditeur américain, mais ça n'a pas marché. Écoute, le mec a dit restez à Paris. Mais vous avez réussi un coup de maître, c'est-à-dire réussir aussi à faire en sorte, indépendamment de l'œuvre, que Patrick Modiano, qui est le maître du doute dans son œuvre, trouve un personnage qui s'appelle Certitude. Oui, c'est ça. J'ai essayé de le pousser un peu. J'en ai parlé à Gallimard. Ils m'ont dit oui, vas-y. Non, mais il y a aussi il a le génie de la légende et de la... Ah ça, c'est vrai que le génie de la légende appelle une explication. Comment travaillez-vous entre le texte et l'image? Premièrement, l'expression est flatteuse. Bah écoute, non, mais... Alors, le génie de la légende, mais il travaille comme un pauvre malheureux. Oui, c'est le travail. Toujours en train de réfléchir, dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, un petit traverse la rue. Bon, une fois que tu as fait ça, ah oui, mais alors il se fait écraser. Ah bon. Ah oui, mais alors il venait de rencontrer la femme de sa vie. Bon, alors là, c'est la suite pour lui. Oui, c'est ça. La femme de sa vie, ça va. Oui, c'est le... Dès l'instant qu'elle est catastrophée... Quand il y avait un dialogue et tout ça, il avait... Quelquefois, il ajoutait quelque chose de très elliptique comme ça dans le dialogue, et c'était formidable, quoi. Ça me... Et puis le grand point commun, il y en a plusieurs. Il y a aussi Paris, la ville de Paris, que vous aimez tant tous les deux, dessiner. Est-ce que le Paris de Sampé est le Paris de Modiano? Oui. Tu sais, il m'agace un peu parfois. Ah bon, pourquoi? Parce que d'une phrase, il te dessine tout un quartier. Ouais. Moi, il faut que je le dessine. Oui, mais lui, avec son sens de l'anticipation et de l'illusion, il va plus vite. Oui, mais en fait, c'est la même chose. C'est la même manière de travailler, en fait. C'est pour ça que je me suis senti souvent une affinité avec lui, parce qu'il y a la même démarche comme ça. Alors évidemment, avec le dessin, c'est plus compliqué, parce que la phrase est plus facile peut-être à... Alors c'est vrai ce qu'il dit il y a un travail du dessin qui doit être plus... il ne s'agit pas simplement de faire une petite rature, c'est déjà plus difficile, mais c'est la même démarche, en fait. Oui, mais au début, tu avais commencé à prendre des leçons de dessin. Oui. Il venait, je lui donnais des cours de dessin. C'est vrai? Or, moi, je ne suis pas très bon en dessin. En prof? Oui, en dessin, en général. Oh, ça va, Jean-Jacques. Non. C'est une écriture. J'ai une écriture. Oui. Je ne suis pas un bon dessinateur. Bon. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est exactement dans votre univers. On rêve de dialogue avec les grands anciens, on abolit les époques. Bah oui, Est-ce qu'il superpose le temps aussi, Jean-Jacques Sampé, Patrick, on en parlait de cet entrechoc entre la mémoire et l'oubli, le présent et le passé? Oui, il y a une sorte de transparence, il y a le passé, le présent, tout ça, ça se superpose aussi chez lui. Parce que c'est compliqué, il n'est pas du tout, il fait pas de la satire ou des dessins satiriques, il fait des dessins tels qu'il est, c'est lui-même, enfin je veux dire, c'est pas du tout... Mais il travaille bien parce que pour l'instant, il est affolé. Il ne comprend pas un mot de ce que tu lui dis. Non, mais je veux le dire que... Oui, on va arriver où tu veux. Oui, on va arriver. Non, on va arriver. Non, mais oui, il y a un côté impalpable comme ça chez lui. C'est pas simplement une caricature ou un... C'est ça qui est fascinant, c'est une sorte de côté rêveur. Écoute, s'il comprend pas, il commence à m'énerver. Oui, parce que... Tu lui fous une baffe et on repart sur un autre sujet. Oui, l'enfance, par exemple. Oui, alors l'enfance, c'est bizarre parce que
de lui faire parler de son enfance, tout ça, c'est une enfance, sûrement, enfin, parce que des enfances un peu dures, comme ça, et c'était... et ça me touche parce que, bon... Mais j'étais devenu copain avec toi, comme tu étais très grand. Oui, pour me... Je me disais que tu allais me défendre. Oui, c'est pas ça. du tout, le mec qui va se balader dans Paris. Est-ce qu'il a raison, Patrick, de supposer une enfance dure? Il a un peu raison. Oui, j'ai un peu, oui. Ah, il faut lui reconnaître des mérites parfois. Et tu vas voir, on va voir qu'il a des dons de voyance. Devin. Oui, Mais est-ce que l'écrivain n'est pas un peu devin? Bah, c'est-à-dire, quand je voyais ses dessins, quand je ne le connaissais pas, et après je l'ai rencontré, c'était lié, enfin, je sentais... Ça venait c'était lié à l'enfance. Enfin, je pensais qu'il y avait une enfance qui avait été... bah oui, pas... Il va me bouleverser. C'est son truc. Non, mais... Deux mots, et on ne sait pas exactement où est le drame, mais il doit y avoir. Voilà, c'est ça, oui. Mais il y a aussi la capacité formidable de Patrick Modiano de mettre le mot juste sur ce que nous ne pensons, nous ne voyons qu'intuitivement aussi, non? Ben oui. Parce qu'il perce à jour les plus récalcitrants. Ceux qui pensent pouvoir faire de l'humour et s'en sortir par l'humour sont immédiatement percés par le regard de Patrick. Oui, enfin, lui, il y avait tellement d'harmonie entre ses dessins et lui il pouvait devenir aussi un personnage de roman lui-même. Et puis après, j'avais deviné, après je l'ai su plus tard, toutes les péripéties de sa jeunesse, tout ça, quand il est arrivé à Paris, tout ça. Et ça correspondait à ce que j'avais deviné, en fait. On pouvait tout déchiffrer à travers de ses dessins, tout le parcours. Tu es d'accord avec ça? On peut déchiffrer... Avec lui, je ne pouvais pas mentir. Oui. Il avait déchiffré. Il avait tout de suite perçu que je ne venais pas de la Sorbonne. Oui, tout de suite. Tout de suite. Oui, c'était pas... oui, qu'il n'avait pas... une J'ai licence. été un peu vexé, forcément. Oui, je voyais... Ça s'arrange. Bah oui, je voyais un jeune homme qui arrivait comme ça, avec et qui commençait à travailler à 19 ans, tout ça. Et puis un côté romanesque, en fait. Et est-ce qu'on se met à nu quand on dessine comme quand on écrit? Est-ce qu'on a le sentiment, Jean-Jacques, que c'est une mise à nu? Tu sais, je crois que ils ont une difficulté, les écrivains. Oui. Laquelle? C'est comment ne pas franchir une ligne. Oui, c'est ça, oui. Comment rester en deçà. Oui. Et malgré cet en deçà, prendre l'élan pour aller au-delà. Oui. Tout ça, c'est du latin, si tu comprends pas. Non, mais ça, c'est un peu... On peut dire la même chose aussi pour lui, parce que il y a une sorte d'aller... Comme moi, ce qui me plaît, c'est... Au départ, c'est des choses... on observe des choses assez banales comme ça, puis on les... Donc, il faut pas aller trop loin, sinon ça devient... il faut rester... Enfin, il y a un équilibre à... Non, il m'avait expliqué, tu as intérêt à rester prolo. Je l'ai écouté. Et chez vous, c'est ce qu'il avait déduit. Chez vous deux, d'où vient cette envie d'observer le quotidien, d'en raconter les détails? Pour vous, Patrick, de les écrire d'une phrase, mais qui est une phrase éclair, et pour Jean-Jacques, là, comme ça, de les dire. Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire... Ah non, mais lui, c'est le crack en 2 mots. Oh, bah oui. Quelques mots, il te campe une ambiance qui est particulière, réellement particulière. Par exemple, à un endroit de Paris. Il m'arrive de me trouver dans des endroits, je me dis, tiens, Patrick a écrit là-dessus. Même si c'est pas vrai, ça y ressemble. Oui, mais ça, c'est... Mais il nous arrive aussi, Patrick Modiano, de nous retrouver dans des endroits où on se dit, tiens, on dirait le Paris de Sampé, non? Bah oui, c'est parce que c'est un... Oui, mais là, il rentre dans une colère. Ah oui, il y a une sorte de jalousie. Il me fait des scènes. Oui, mais oui, parce que quelquefois,
il y a un côté formidable évidemment qui me paraît très lourd avec l'écriture. Non, il y a une sorte de jalousie un peu amère, enfin, un peu malveillant. Il y a quelque chose que je déclenche chez lui. Oui. Oui, mais ça va te passer. Oui, après ça revient. Oui, non, tu sais, c'est passager. C'est pas... Oui. Non, mais... Oh là là, c'est... Imaginons qu'aujourd'hui, Jean-Jacques Sempé croise Patrick Modiano. Qu'est-ce que tu demanderais à Patrick s'il fallait recréer un personnage et une collaboration? Ben oui, dis-moi, parce que... Hier matin, j'ai commencé un début de dessin sur Pékin. Il me tarde que tu prennes l'avion pour aller là-bas. Ah oui, mais pour aller à Pékin. Ben oui. Non, mais ça c'est intéressant, ce que vient de dire Jean-Jacques, parce que, voilà... Jean-Jacques, lui, a aimé voyager. New York est une ville que Jean-Jacques connaît bien. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes résistant à l'idée de voyager, de prendre des avions, d'aller rencontrer d'autres villes, Pékin, New York. Oui, mais lui, pourquoi? Très vite, il a travaillé pour le New Yorker, tout ça. Donc, de toute façon, même s'il était obligé... Enfin, ce qui est formidable, c'est d'aller dans une ville comme New York quand on a une... Il ne s'agit pas simplement d'un voyage ou d'un côté touristique, c'était aussi son travail aussi. Donc, mais je ne sais pas si... Est-ce que tu aimes tellement je sais pas, est-ce que tu as tellement aimé voyager, aller dans des pays lointains? Ah, moi, je suis trop paniqué. Bah oui. Je cherche mes billets tout le temps. Oui, c'est ça, c'est que... affolé. Parce que New York, je peux pas bouger, moi. Parce que New York, en fait... Tu devais y aller parce que c'était pour le travail ou pour... Oui. Comme toi, tu vas aller à Pékin. Pour le boulot. Comment s'appellera-t-il ce livre qu'on va l'envoyer faire? Ping-pong. Très bien. Écoute, ça lui plaît. Ça me plaît beaucoup. Ça ira très bien. Je trouve ça... Mais en fait, il s'agit... Ça ressemble à son boulot, ça, ping-pong. Non, mais attends, il s'agit simplement d'un dessin ou tu... Enfin, c'est... Non. C'est toute une histoire. Ah bah oui, ça c'est... Il va falloir que tu ailles là-bas, mon vieux. Oui, mais ça pourrait être aussi un Pékin vu de Paris, une sorte de Pékin imaginaire. Oui, mais ça, c'est parce que tu es comme ça. Non, c'est pas parce que... C'est de l'authenticité, même dans les rêves. Mais alors là, c'est formidable ce qui est en train de se passer, parce qu'on est en plein dans une leçon de littérature. Oui, parce que... Certains pensent qu'il faut de l'authenticité, qu'il faut avoir été sur place pour être autorisé à écrire ou à dessiner. Oui, Et alors vous nous indiquez exactement l'inverse, tous les deux. Oui, parce qu'au fond, le Pékin, ça pourrait être un Pékin... de quelqu'un qui reste... Enfin, une sorte de Pékin, comme c'est imaginaire, de... Marchand de pas comme ça. Mon vieux, tu iras à Pékin, si tu veux faire le bouquin. Écoute, moi, je suis sûr qu'on peut faire ça. Au contraire, tu sais, comme ces journalistes... Tu sais qu'il y avait, à la grande époque, tu as travaillé pour ce journal, dans la grande époque de Match, il y avait des plaisanteries qui faisaient que les types faisaient semblant d'aller en reportage et ils restaient dans leur chambre, ils faisaient des photos avec des maquettes. Dit, oui. Et ça pourrait être aussi un truc dans ce genre-là, c'est-à-dire ils faisaient semblant d'y avoir été ou d'être correspondants de guerre, mais ils restaient dans une chambre avenue de Wagram avec en lançant des faux appels téléphoniques, tout ça. Et le Pékin, ça pourrait être une sorte de Pékin vu à travers une chambre de la rue. Oui, mon vieux, tu fais ce que tu veux. Non, mais ça mais il me faut un certain nombre de pages. Ah bah oui, mais ça, c'est... Mais les dessins, ils vont se faire comme ça, sans aller à Pékin, peut-être? Oui, je vais me débrouiller. Mais oui, c'est... Non, mais ça, c'est... Je vais me débrouiller. On peut très bien... En restant à Paris, faire une... Et ce sera un Pékin encore plus fort que le vrai Pékin. Oui. Non, mais ça m'aiguille. Mais tu préfères ça, d'accord. Et en fait, le titre, c'est Ping-Pong. Oui. Je vois déjà... Et tu me le piques pas, il est bon, le titre. Ah ben non, mais je peux pas te le piquer, puisque... Enfin, vous le faites ensemble, hein? Ah oui. le livre.
Non, oui, mais j'ai peur qu'il aille plus vite que moi. Ça se trouve, là, dans quelques semaines, tu vas recevoir une enveloppe et tu seras bien embêté parce qu'il faudra le dessiner, ce Pékin. Oui, c'est ça. Parce que là tu rigoles, mais qu'est-ce que tu devras faire? Par exemple, comment tu dessinerais Pékin? Oh bah ça, je lui fais confiance, là, oui. La première image, tiens. La première image, Oui. une petite chinoise ravissante. Oui. Elle danse? Ah oui. Bah, Oui. Bah déjà, c'est un élément, là, tu vois. Donc... Et Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous la dessiner? Montre-nous à quoi elle ressemble. Tu veux une petite chinoise? Ah, ça, j'aurais tout vécu. J'ai jamais fait de ma vie une petite chinoise. On va demander à Trump. Il connaît des Chinois. Oui, alors là, évidemment, Patrick... Oui, c'est-à-dire que maintenant, il faut y aller. Enfin, en tout cas, il faut écrire. Non, oui. Il est formidable, Jean-Jacques, parce qu'il lance comme ça. Oui, il lance ça. Mais là, à partir du... Bah oui, Donc c'est le point de départ, là. De ping-pong. De ping-pong. Non, mais on va... Non, attends, là. Tu peux trouver un truc. Non, là, c'est déjà... Avec l'occupation des Américains. Oh, il y a plein de... Mais là, on voit... Non, mais ça va... On voit là c'est le point de départ. Non, mais je vois déjà le... Oh, bah alors. Attends. Il faut que je me... Non, mais ça y est, c'est... Non, c'est... Bah, elle est là déjà, donc il faut voir... si... Tu fais tout ce qu'il y a autour, tu te débrouilles. Non, mais je... Tu peux. Mais contrairement à ce que tu penses, je vais pas aller à Pékin, mais je vais regarder des noms de rues de Pékin, dans des vieux BDK et tout ça. C'est très bien. Oui, parce que c'est un Pékin temporel, en fait. On est bon, le Pékin d'aujourd'hui, mais j'ai des plans dans des BDK, enfin dans des vieux... Et donc, le nom des rues, Tu as déjà pris un rendez-vous avec lui? Tu as réussi à comprendre à quel jour et où vous vous rencontriez? Très bien. Non. Ah bon? Non, mais là, il y a un côté... Tu le sens, là, hein? Oui, je le sens. Oui, non. Ça, je vois sur ton visage. Tu respires le Pékin, mon vieux. Non, mais le Pékin... Et tu travaillais de la même manière avec René Goscinny quand vous faisiez le petit Nicolas? Tu lui parlais de la même manière? Ça venait pareil? René Goscinny était mon grand copain. Mais il était très, 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 très susceptible. J'avais toujours peur de lui faire de la peine. Pour des petits détails, pour le reste, il n'avait pas besoin de moi. Alors non, on ne parlait jamais de travail. Ah, jamais? Il faisait ses textes, je faisais mes dessins. Ah oui? Pas toujours fameux, d'ailleurs. Voilà, puis on réunissait. Mais vous parliez jamais de travail ensemble, là, comme vous l'avez fait avec Patrick? Parce qu'en fait, tu avais peur de le blesser si tu faisais une remarque. Parce que j'étais un peu maladroit. Oh, maladroit. Oh non. Bah oui, moi. Et c'est émouvant en même temps. Non, toi, tu es un dur à cuire, tu peux faire tout avec tes mots. Tu peux mentir sans arrêt, parler d'un quartier que tu connais pas du tout, et on te croit. Oui. Bon, avant de signer... Oui, je vais... Tu es d'accord? Oui, non, mais je... Ping-pong. Ping-pong.
Le titre, la petite fille, le Pékin, il y a... Tu veux pas appeler Gallimard pour leur dire qu'il va passer dans un moment? Pour le nouveau Sampé Modiano, Oui. qui s'appellera Ping Pong. Mais Ping Pong, c'est bien comme titre. Oui. J'appartiens à une génération où on ne laissait pas parler les enfants, sauf en certaines occasions assez rares et s'ils en demandaient la permission. Mais on ne les écoutait pas et bien souvent, on leur coupait la parole. Voilà ce qui explique la difficulté d'élocution de certains d'entre nous, tantôt hésitantes, tantôt trop rapides, comme s'ils craignaient à chaque instant d'être interrompus. D'où, sans doute, ce désir d'écrire qui m'a pris, comme beaucoup d'autres, au sortir de l'enfance. Vous espérez que les adultes vous liront. Ils seront obligés ainsi de vous écouter sans vous interrompre et ils sauront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur. Et on va aller se mettre sur le petit banc. Allez. Nous sommes dans un quartier très étrange de Paris. Oui. Qui est au cœur de Encre Sympathique, la rue de l'Albonie, Oui, la rue des Eaux. Oui, parce que c'est une zone un peu en étage, comme ça, étrange. Les immeubles se succèdent. Il y a une sorte de montée. C'est des immeubles assez massifs qui se superposent un peu comme dans une station thermale. Assez mystérieux pour un roman de Patrick Modiano. Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est bizarre. Oui. Il y a d'ailleurs des comment dirais-je, des volets qui sont complètement fermés, là, par exemple. Mais oui. Alors c'est encore plus mystérieux. Oui, alors là... Alors là, on se demande... Ça attire encore plus le regard d'un observateur comme vous. Oui, parce que... L'écrivain se demande forcément ce qui peut se tramer derrière ces persiennes. Oui, parce que... fermées. Fermées en plein jour. Alors, ou bien c'est un appartement abandonné, ou bien... Ou bien oui, c'est quand même bizarre, parce que... Ce serait un bon début de roman. Oui, et là aussi, tout un appartement... Qu'est-ce qui se passe? Enfin, l'appartement est abandonné, ou alors... on peut s'y cacher. C'est quand même un peu ambigu comme... Est-ce que vous croyez au hasard? Aux coïncidences? Peut-être ce ne serait pas possible dans des villes plus grandes comme New York, ou Londres. Mais dans Paris, quelquefois, c'est très étrange parce qu'on peut croiser la même personne dans des quartiers différents. Vous seriez étonné s'il y avait toute la liste des personnes. Parce que les gens qu'on a croisés. Qu'on a croisés sans jamais savoir qui elles pouvaient être, et même des gens dont vous faites la connaissance 10 ans ou 20 ans après, et vous ne saurez jamais que vous les avez croisés 10 ans avant. C'est ça qui me frappe, cette espèce d'inconnu, enfin d'inconnu des rencontres, de hasard en fait. Et vous qui travaillez sur la manière dont on peut réécrire, recomposer, retrouver les traces des gens oubliés, croyez-vous au destin? Oui, c'est-à-dire que, évidemment, c'est toujours pareil, un romancier, comme il voit les choses un peu en longueur du temps, il peut voir qu'il y a certains personnages qui ont un destin. Sur le moment, évidemment, les gens qui vivent au présent leur vie, ils ont l'impression d'une improvisation perpétuelle, comme ils ne savent pas quel sera leur avenir, ils vivent ça, ils n'ont pas cette espèce de vision rétrospective, mais on s'aperçoit qu'à la fin, qu'il y avait une sorte de destin, en fait. On parle de l'oubli. Oui. Est-ce que vous avez peur d'oublier? Oui, parce que l'oubli, c'est quelque chose de... l'amnésie, tout ça, parce qu'alors, on perd son identité, alors évidemment,
pour un romancier, c'est un moteur incroyable, l'amnésie, l'oubli, parce que là, on vit une époque flottante. Alors donc, tous ces thèmes, perte d'identité, amnésie, même le paysage devient flottant, parce qu'on parle de ces zones qui sont pas tout à fait la campagne et pas tout à fait la ville. On parle périurbaine. Alors, et d'ailleurs, ça va provoquer certainement un renouveau peut-être de gens plus jeunes, de romanciers plus jeunes qui vont parler de ces zones périurbaines, parce que le paysage doit beaucoup compter. Donc ça va certainement avoir un débouché romanesque. Une littérature. Une littérature. Vous êtes en train de dire que c'est la littérature qui donne son identité aux gens et aux choses, à partir du moment où on écrit l'histoire, où les mots viennent figer? La littérature provoque une sorte de rêverie, mais où les gens puissent se reconnaître dans un paysage qui est le leur, mais une sorte d'évasion en même temps. Alors, c'est peut-être une vue utopique en même temps des pouvoirs de la littérature. Oui. Oui. Vous croyez que c'est utopique de parler des pouvoirs de la littérature aujourd'hui? Il va y avoir un écrivain de tout ça qui va insuffler une... C'est peut-être pas utopique, une sorte d'élan à ce truc qui paraît un peu désespérant. Est-ce que vous êtes confiant ça va vous sembler curieux, mais êtes-vous confiant non pas en l'avenir, mais dans la capacité à la littérature? Oui, moi je pense... Vivre avec son temps. Finalement, les mutations, il y en a toujours eu, non, depuis qu'on écrit? Oui, il y a eu... Le problème, évidemment, c'est que l'activité littéraire est plus difficile peut-être maintenant, parce que le temps est très accéléré, et le temps de l'écriture qui est un temps un peu lent, mais c'est la seule chose évidemment qui est... C'est-à-dire ce sera plus difficile à soutenir l'élan. Enfin, c'est un peu comme des trucs qui produisent des anticorps. Peut-être que la concentration arrivera à revenir malgré les obstacles. Ils arriveront. C'est une belle idée, les anticorps. Les anticorps ou l'homéopathie, ils arriveront. Il faut pas. Belle confiance. Oui, dans l'avenir. Oui, il faut. La littérature ne. Et dans la littérature. Ah oui. Qui vous aide à vivre. Enfin, même pour quelqu'un qui écrit, c'est quelque chose de. Donc il y a quelque chose de positif dans la littérature. Il n'y a pas de raison que ça se. Non, il n'y a pas de. À mesure que je tente de mettre à jour ma recherche, j'éprouve une impression très étrange. Il me semble que tout était déjà écrit à l'encre sympathique. Quelle est dans le dictionnaire sa définition? Encre qui, incolore quand on l'emploie, noircit à l'action d'une substance déterminée. Peut-être, au détour d'une page, apparaîtra peu à peu ce qui a été rédigé à l'encre invisible et les questions que je me pose depuis longtemps sur la disparition de Noël Lefebvre et la raison pour laquelle je me pose ces questions. Tout cela sera résolu avec la précision et la clarté des rapports de police. D'une écriture très nette et qui ressemble à la mienne, les explications seront données dans les moindres détails et les mystères éclaircis. Et, en définitive, cela me permettra peut-être de mieux me comprendre moi-même. Marcher sur les mains, avaler des pommes de pin, Benoît, des abricots et des pois, et des lames